À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur les documents intitulés « Vers une nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bergeron-Verchères est remplacé par Madame Maltais-Tachereau. Madame Lavallée-Repentigny est remplacée par Monsieur Jolin Barrette-Bordua. Merci. Dans un premier temps, lors de notre dernière séance de travail, Madame la ministre s'était engagée à déposer certains documents. Donc, j'essaie la parole à Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, et je tiens à le dire, c'est vraiment avec un esprit d'ouverture que je dépose ces documents. L'engagement de confidentialité qui est un engagement usuel dans des gros projets du genre, tels qu'une consultation, une pré-consultation sur la nouvelle politique. Donc, c'est quelque chose qu'on voit au sein du gouvernement, plusieurs ministères. Mais je tiens à souligner que la vraie consultation, évidemment, c'est ici au Parlement. C'est ici que la vraie consultation se fait. Et l'autre, c'est des organismes qui ont été rencontrés pour préparer un document qui est fort complexe et, je note, fort apprécié par les intervenants qui sont venus témoigner ces derniers jours. Merci. Cet après-midi, nous recevons l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrants, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et M. Alain G. Gagnon. J'invite maintenant le représentant de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec de se présenter et de faire son exposé. Vous disposez d'une période de 10 minutes. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les auditeurs, au nom de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, je vous remercie de nous donner l'occasion d'exprimer notre point de vue. Fondée en 2012, Amal Québec est une association citoyenne et plurielle. Elle regroupe des Québécoises et des Québécois d'origine arabe ou musulmane, ou arabe et musulmane, ou n'appartenant à aucune de ces composantes, des personnes pratiquantes, non pratiquantes, juives, chrétiennes, agnostiques ou athées. Amal Québec souhaite contribuer positivement au débat sur les thèmes de la laïcité, de la discrimination, de la visibilité religieuse, de la cohabitation interethnique et du vivre ensemble au Québec. À travers ces positions, Amal Québec souhaite s'affirmer non pas dans la polarisation, la division ou l'accusation, mais plus que tout en s'imposant comme une association rassembleuse tournée vers le dialogue. Elle entend mener la lutte à travers la démystification des confusions et l'élimination des amalgames et des stéréotypes. D'entrée de jeu, nous tenons à remercier le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour la qualité du document de synthèse de la consultation publique qui, à nos yeux, comporte un grand nombre d'énoncés de principes très pertinents. On y trouve la reconnaissance de l'apport de l'immigration à notre richesse culturelle et économique et la reconnaissance de la diversité comme un atout pour le peuple québécois. On y trouve également l'exposé, chiffres à l'appui, des problèmes d'inégalité systémique dans l'accès à l'emploi pour les personnes appartenant à des minorités racisées. Cependant, pour répondre aux problèmes identifiés, peu de propositions de solutions concrètes figurent dans le document. Nous souhaitons donc aujourd'hui attirer votre attention sur un certain nombre de mesures concrètes que nous préconisons. Les mesures visent à répondre à deux problèmes distincts. Comment accélérer l'insertion dans le marché de l'emploi des nouveaux arrivants? Comment lutter contre la discrimination dans la société québécoise? Nous proposons de donner un statut légal au certificat de sélection du Québec, le CSQ, qui permettrait aux requérants d'entamer plus tôt les procédures d'équivalence de diplôme auprès des ordres professionnels.
Le candidat à l'immigration pourrait ainsi rassembler les documents requis dans son pays d'origine avant son départ, ce qui écourterait la période de temps passée ici sur le marché du travail sans reconnaissance de compétences. Deuxièmement, à l'image de ce que le Québec a déjà négocié avec la France, nous pensons qu'il faut entamer sans plus attendre des négociations pour la reconnaissance mutuelle de compétences avec les pays qui sont les principales sources d'immigration francophone qualifiée. Actuellement, des accords existent entre le Québec et la France. Il en existe entre la France et des pays tels que la Tunisie ou l'Algérie. Il serait logique que le Québec conclue à son tour des accords avec ces pays. Par exemple, actuellement en France, un ingénieur tunisien peut exercer son métier et un quart des nouveaux médecins ont été formés à l'étranger, principalement en Roumanie, en Algérie ou encore en Belgique. Au Québec, pour élargir la reconnaissance des compétences étrangères, il ne manque que la volonté politique. Notre troisième proposition, quant au problème d'insertion au marché du travail, est d'offrir des formations ciblées pour les nouveaux arrivants francophones. Ces émigrantes et émigrants sont pénalisés par le fait qu'ils ne parlent que le français et que les émigrants anglophones ont droit à des cours de francisation et deviennent par conséquent bilingues, ce qui constitue un avantage indéniable sur le marché du travail. Enfin, nous tenons à ce que les critères de sélection restent objectifs. Les quotas par pays, qui sont par définition discriminatoires puisque basés sur les origines, sont inacceptables. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation qui porte cette fois sur la lutte contre la discrimination et le racisme. Le pluralisme, qui est à la fois une richesse de la société québécoise et un idéal à poursuivre inlassablement. L'actualité récente nous a rappelé la part de défis qui accompagnent la diversité. Les médias et les milieux communautaires ont en effet rapporté une multiplication d'agressions subies par des minorités ethnoculturelles et religieuses, ainsi que des discours homophobes et misogynes des prédicateurs religieux. Depuis plus de 20 ans, de nombreuses enquêtes scientifiques confirment la persistance au Québec de comportements à caractère raciste dans les domaines de l'emploi, du logement, de la surveillance policière, de l'école, de la santé, des services sociaux, etc. En 2012, les chiffres rapportés par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse illustraient on ne peut plus clairement les ratés des institutions au chapitre de l'intégration professionnelle. La Commission réaffirmait de fait l'existence d'une discrimination systémique des Québécois et des Québécoises appartenant à des minorités ethnoculturelles. Les réponses à ces problèmes sont de deux ordres, législatif et éducatif. Charte, valeurs et laïcité. Le document de consultation aborde la notion de valeur. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le débat sur la charte des valeurs québécoises, puis sur la charte de la laïcité, les tensions sociales se sont exacerbées. Il nous semble important de préciser le concept de valeur et de clore par un résultat légal le débat sur la laïcité. Pour nous, la Charte des droits et libertés québécoises représente le pacte citoyen qui définit les valeurs du vivre ensemble. Comme la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, nous préférons le terme de valeurs démocratiques. Pour ce qui est trait à la laïcité, il faut déposer un projet de loi réaffirmant que la laïcité est un outil démocratique ayant pour but de favoriser la cohabitation et le vivre ensemble dans une société. La laïcité se base sur 3 fondements principaux, la liberté de conscience et de religion, la neutralité de l'État et la séparation des institutions religieuses et des institutions de l'État, et non pas la séparation de la religion et de l'État comme il est inscrit dans le document de consultation. La neutralité de l'État se manifeste avant tout dans ses lois et ses politiques. L'État laïque ne doit ni favoriser ni défavoriser un citoyen sur la base de ses croyances ou de sa religion. L'État s'interdit de prendre parti en faveur d'une religion aux dépens d'une autre, ni en faveur ou aux dépens des non-croyants. Pour donner un exemple concret,
dans un État laïque, un enseignant qui porte une kippa doit pouvoir exercer son métier comme n'importe quel autre enseignant. Lutte contre la haine. Dans son rapport sur l'intimidation, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse recommandait l'ajout d'une disposition à la charte qui interdirait les propos ou les actes qui exposent les personnes à la haine pour un motif de discrimination interdit. Dans une société où il existe des discours haineux contre les homosexuels, contre les femmes, les musulmans ou les juifs, cette disposition nous apparaît essentielle pour protéger les groupes vulnérables. En parallèle à ces efforts législatifs, il faut mettre en place des politiques publiques d'éducation et de lutte contre la discrimination. Nous pensons qu'il faut enseigner les principes de la Charte québécoise des droits et libertés à l'école secondaire en insistant sur la lutte contre le racisme et la discrimination. À cet effet, le programme scolaire d'éthique et culture religieuse serait un cadre idéal. Les moyens d'une formation ou d'une sensibilisation des personnels de l'État, notamment des enseignantes et des enseignants, sur ces questions doivent être mis en place. Enfin, une campagne de sensibilisation nationale pour valoriser la diversité au Québec devrait être organisée. À titre d'exemple, le gouvernement pourrait faire distribuer dans la boîte aux lettres de chaque citoyenne et citoyen un dépliant qui affirme que la lutte contre la discrimination est une valeur québécoise et que la diversité est une richesse. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée et sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions. Merci, M. Boisy. Dans un premier temps, avant d'entreprendre nos discussions, nous avons la chance d'avoir le député de Mercier ici. Donc, nous avons déterminé si nous acceptons qu'il participe aux travaux. Est-ce que j'ai consentement? Il est là, oui. Et consentement? Et pour la durée, j'ai besoin de savoir le nombre de minutes que nous lui accordons et qui donne quel groupe lui cède les minutes. Madame la ministre offre 3 minutes. C'est correct comme ça? 1 minute. Donc, Monsieur le député de Mercier, 4 minutes. Madame la ministre, c'est à vous pour 14 minutes 30 secondes. Oui, alors bonjour, Monsieur Boisy. Merci beaucoup de participer à cette importante commission où on veut vraiment mettre tout sur la table. Je pense que c'est une occasion unique de revoir notre politique d'immigration, mais en même temps, cette autre fonction de la société, du gouvernement et de la société en général, c'est de contrer les préjugés, de promouvoir l'inclusion. Le nom, auparavant, c'était le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, et ce bout communauté culturelle était pas très bien défini. Alors, avec le nouveau nom vient un nouveau mandat, ce que j'appelle souvent un appel à l'action, et je vois que dans vos propos, c'est vraiment un appel à l'action, qu'on puisse se dire, franchement, il y a des choses qui vont très bien, évidemment, on le sait. Je pense que vous partagez peut-être mon point de vue que la société québécoise est quand même une société ouverte et inclusive, mais il reste des problématiques. Juste pour vous dire et vous rassurer qu'il n'y a pas question de revenir sur les quotas. Ça, je l'avais éliminé en 2011 lorsque j'ai fait la consultation. Le mot quota, c'était pas vraiment avec un objectif de discrimination, mais c'était un mot qui était utilisé pour dire qu'on voulait s'assurer d'une diversité de bassins. Mais lors des consultations, j'avais perçu vraiment que le sens qui était donné à ce mot était un sens discriminatoire. Alors, on l'a remplacé par une orientation de diversité, qui veut dire que le fardeau repose, si on veut, sur l'État de faire la promotion un peu partout dans le monde. Donc, il n'y aura pas on ne revient pas là-dessus. Il y a eu une certaine confusion dans les journaux, mais c'est vraiment la diversité. Donc, la consultation qui viendra plus tard, c'est sur le volume et la composition. Composition dans le sens de travailleurs qualifiés, qu'est-ce qu'on recherche comme travailleurs qualifiés, les réfugiés, regroupement familial, c'est vraiment tout ça qui forme l'immigration, avec des obligations associées, évidemment, à chaque catégorie. Donc, je tiens à rassurer tout le monde, c'était pas du tout l'intention. J'aimerais vous amener, parce que beaucoup de ce que vous dites va tout à fait dans le sens de ce qu'on a entendu de la Commission des droits de la personne, et c'est très rassurant. On a parlé justement de promouvoir les valeurs démocratiques.
Je vous permets peut-être d'élaborer parce que on a échangé avec M. Frémont. En effet, c'est vraiment ces valeurs-là qui sont des valeurs dont il faut faire la promotion. Peut-être, si vous voulez, parce que la présentation était courte, mais c'est important parce qu'on dit valeurs communes. Il a aussi évoqué valeurs communes démocratiques ou valeurs démocratiques communes, comme deux possibilités aussi. Je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus. Monsieur Bouazi. Oui, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument rassembler autour des valeurs démocratiques. Il y a souvent un genre d'amalgame, une pensée que nos problèmes viennent de l'étranger et qui, des fois, d'ailleurs, nous empêche de régler des vrais problèmes qu'on a sur le terrain. On pense par exemple qu'il est positif aussi de faire signer des papiers aux nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent sur quelle base, sur quel pacte citoyen ici on travaille ensemble, mais on pense aussi qu'il faut rappeler ces mêmes pactes à tous les citoyens québécois. L'idée par exemple que l'inégalité homme-femme serait un problème qui serait importé de l'étranger alors qu'ici au Québec les femmes gagnent 70% des salaires des hommes, qu'on a un véritable problème de violence faite aux femmes, qu'on a vu dernièrement toute la campagne concernant les agressions sexuelles faites aux Québécoises à travers donc des campagnes sur Twitter, etc., agressions non dénoncées, etc. On a des problèmes aujourd'hui dans notre société et plutôt que de faire d'appuyer ce fantasme que le problème ne vient que de l'étranger, on pense que c'est très important de appuyer l'idée que nos problèmes, on va les régler tous ensemble avec les personnes des minorités visibles, mais évidemment aussi avec tous les concitoyens sans égard à leurs origines. Fait que pour nous, c'est très important que ce travail d'éducation se fasse à tous les niveaux. On pense aussi que chaque groupe est capable de discrimination par rapport à d'autres groupes et que, évidemment, personne n'est immunisé contre le racisme, contre l'homophobie ou contre le sexisme, etc. Et donc, c'est un travail beaucoup plus citoyen qu'autre chose. Le problème aussi qu'on a pu voir par rapport aux questions de valeurs québécoises, c'est qu'évidemment, les valeurs d'égalité homme-femme ne sont pas propres au Québec. On peut parler de valeurs universelles. Nous, on aime beaucoup le mot démocratique parce que c'est un pacte qu'on a pour interagir entre nous. On peut voir qu'il y a des limites au système démocratique, mais on peut aussi très facilement démontrer que tous les autres systèmes sont bien pires. À cet égard-là, on aime beaucoup l'idée que aujourd'hui, notre démocratie, on a un socle qui est très fort, qui est le nôtre au Québec, qui est la Charte des droits et libertés québécoises, qui est une véritable fierté pour nous, qui a été mise en place avant la Charte canadienne et même une des premières, donc si on parle en Amérique du Nord, etc. Donc, on pense que c'est un véritable pacte citoyen qui nous unit, quelles que soient nos origines. Ce qu'on a pu voir sur le terrain, et d'ailleurs ce qu'on a pu voir aussi dans le débat qu'on a eu concernant la Charte de la laïcité l'année dernière, c'est que les concepts de cette charte peuvent ne pas être maîtrisés par tous nos concitoyens et que non seulement il faut valoriser le vivre ensemble, mais il faut aussi, comme vous dites, Madame la Ministre, nommer les choses et il faut aller plus loin et au-delà de valoriser la diversité, il faut parler de racisme, de discrimination et pour pouvoir les contrer. Et puis vous rappelez très bien et à juste titre qu'heureusement au Québec on est bien. Au Québec, effectivement, on est une société réellement démocratique, une société où le dialogue est possible. On a vu que, quelles que soient les tensions, on est capable d'avoir un véritable dialogue démocratique dans notre société. Et là-dessus, on est capable de construire quelque chose de mieux. Et nous, on espère contribuer au mieux. Voilà. Très bien. Et vous avez raison de souligner que ces problèmes de discrimination, ce n'est pas juste le problème des nouveaux arrivants, des immigrants. On a eu des représentants des communautés noires qui sont, il y en a une, la communauté noire historique du Québec, qui parle de façon, comment dire, avec passion, que le problème est encore très, très vivant chez eux, donc tout à fait. Alors, la Commission des droits a fait 2 recommandations qui encore vont dans le sens de vos recommandations, et c'est l'éducation, l'importance d'un programme d'éducation, de sensibilisation à la Charte des droits et libertés et des droits qui peut toucher à toutes sortes d'enjeux,
non seulement la diversité, mais évidemment l'intimidation, l'égalité entre les hommes et les femmes, tous ces principes. Mais l'autre, et beaucoup de groupes sont venus recommander une campagne de sensibilisation. Donc, vous allez là-dessus aussi, mais je vous dirais que ça résonne beaucoup. J'aime beaucoup votre idée aussi, peut-être une campagne par la poste ou autre, mais en tout cas, c'est quelque chose à retenir. Si vous avez d'autres choses à rajouter, mais j'aimerais vous amener sur la deuxième génération. Quelques groupes, surtout qui représentent les jeunes, ont une inquiétude par rapport à la deuxième génération. Ils ont vu leurs parents, et souvent, évidemment, issus de la diversité, donc deuxième génération issue de l'immigration, voulant dire que, et les parents très qualifiés, scolarisés, qui n'ont pas trouvé leur place au sein du marché du travail. Donc, là, et j'ai rencontré des jeunes qui vivent, ça ne veut pas dire qu'ils vont virer, mais ils ont une tristesse. Et ça peut aller loin, cette tristesse. Et je pense que c'était en fait la table du mois de l'histoire des Noirs qui l'ont souligné, qu'il faut absolument s'adresser à cette génération avec des mesures stratégiques, structurantes. Est-ce que vous avez une perspective là-dessus? Il y a 2 points. D'abord, ce qu'on peut voir d'ailleurs toujours, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse reste une inspiration pour nous. On lit beaucoup les différentes publications qu'ils ont faites. On a beaucoup de chance de l'avoir au Québec, je pense. Par rapport aux chiffres, par exemple, qui ont été trouvés dans Statistique Canada, si je ne me trompe pas, c'est les chiffres de 2009, je ne sais plus, qui explique que, en gros, un nouvel arrivant, donc en diplômé, gagne 20 000 $ de moins que la moyenne des diplômés au Québec. Et que une personne qui n'est pas des minorités visibles, donc la moyenne québécoise est autour de 60 000, on parle de 40 000, donc 39 000 et quelques pour un nouveau arrivant diplômé, membre des minorités visibles, et puis on parle de 56 000, si je ne me trompe pas, pour une personne aussi immigrante, mais n'appartenant pas à une minorité visible, et qui évidemment, à part le cas des Français dernièrement, mais ça c'était avant donc le changement, a aussi des problèmes de reconnaissance de diplôme et peut-être aussi des problèmes par rapport à la langue française. Donc déjà en soi c'est inquiétant, mais le plus inquiétant c'est quand on regarde les chiffres toujours de Statistique Canada où on voit la deuxième génération et on voit que les enfants, donc la deuxième génération qui sont aussi diplômés, gagnent juste 1 000 $ de plus que leurs parents et toujours 19 000 $ de moins que la moyenne nationale. Et à nos yeux, c'est très, très, très perturbant parce que cette deuxième génération n'a ni problème de reconnaissance de diplôme, ni problème de maîtrise de langue française. Et donc, on a aujourd'hui un problème clairement on peut le voir dans les chiffres, où on va se retrouver possiblement à créer des classes sociales qui dépendent de la pigmentation de la peau ou alors évidemment des noms de famille, qu'ils soient d'Afrique subsaharienne, arabe ou d'Amérique latine. Et ça peut vraiment faire beaucoup de mal à notre tissu social. Dans notre association, on a plusieurs personnes de deuxième génération et on a vu d'ailleurs que le débat de l'année dernière leur a fait très très mal, hein, et peut-être plus mal qu'à nous. Moi, je suis moi-même immigrant, ça fait déjà 15 ans que je suis ici, mais les deuxièmes générations ont été vraiment blessés parce qu'ils ne s'en sont jamais sentis autre chose que québécois. Ils se sentent aussi, évidemment, ils savent qu'ils ont un bagage culturel avec lequel ils sont à l'aise, mais ils se sont toujours très très sentis québécois. Ils sont nés ici et puis le débat a fait ressortir des choses qui ont laissé énormément de blessures et on peut voir dans notre société que ces gens-là peuvent garder un goût amer. On a rencontré aussi des jeunes, et ils sont pas dans notre association, mais des jeunes, des adolescents, et là c'est encore plus compliqué. Donc dans un moment où les gens se forment, quand on voit des débats publics qui peuvent être très agressifs envers leur religion ou envers leurs origines, on peut voir une certaine j'oserais dire une certaine haine, excusez-moi du mot, dans les yeux de ces personnes-là, parce qu'elles se sentent vraiment démunies devant la violence qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux, sur des sites internet spécialisés islamophobes ou racistes, et ça nous fait
ça nous fait peur. Nous, on voudrait participer à rendre espoir aux gens. Et ces gens-là, certains nombres aujourd'hui sont dans le désespoir. Il y a d'ailleurs malheureusement à l'intérieur des communautés musulmanes des gens qui ne voient que le côté négatif dans notre société, que l'islamophobie, que le racisme, et qui donnent beaucoup de désespoir aux jeunes Québécois de deuxième génération. On pense qu'il faut vite sortir de cet engrenage-là pour maximiser le rendement du dialogue qu'on peut avoir entre nous. Vous n'êtes pas sans savoir que Amal, le nom de l'association, veut dire espoir en arabe, et c'est une des choses à laquelle on veut contribuer. Oui, d'où l'importance de l'éducation par rapport aux droits, aux chartes, mais aussi cette campagne de sensibilisation et évidemment d'autres mesures qui seront en développement. Je vous remercie pour votre présentation et parce que la question de reconnaissance des acquis, des compétences est tellement importante et que ma collègue députée de Jeanne-Mance-Vigée a ce mandat-là, je lui permets de... Vous avez 1 minute 30. 1 minute 30, mon Dieu. Alors, on va aller directement à la question. Merci d'être là. Vous avez dit dans votre document, vous avez parlé d'un statut légal pour le CSQ, le certificat de sélection de Québec, et au même moment d'informer l'immigrant par rapport à si lui, l'immigrant, souhaite d'être reconnu selon son métier par son ordre professionnel, d'être capable, à partir de l'étranger, de ramasser les documents nécessaires et de commencer la procédure. Je voulais vous rassurer que, suite à le mandat que le premier ministre m'a donné, il y a un comité qui est mis sur place justement pour étudier cette problématique-là. Et on s'en va, on est en train de garder justement comment qu'on pourrait faire pour, responsabiliser l'immigrant à partir de l'étranger et de voir avec, et justement d'être capable de commencer cette procédure-là. Je ne sais pas si vous avez des idées ou vous pouvez élaborer un petit peu plus comment vous voyez ça. C'est sûr que nous avons rencontré plusieurs ingénieurs, par exemple, qui ont été diplômés des Maghrébins, par exemple, et on sait que un des documents qui est demandé, par exemple, c'est tous les programmes, tous les cours, les descriptifs de cours, etc., en copie conforme, et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps au niveau des administrations des pays d'origine, surtout quand on est déjà ici. Donc, on pense que éviter, les procédures peuvent durer largement plus qu'une année, et si on peut gagner le 6 mois, le 1 an, ou arriver ici, on évite de rentrer dans un engrenage qui est très difficile, hein, surtout les gens qui arrivent en famille, où il faut trouver un travail, très souvent au salaire minimum, totalement en dessous des qualifications. Donc les gens rentrent dans une déprime, où des fois il y a des gens qui arrivent juste pas à commencer à chercher du travail ou à même à finir leur procédure d'équivalence. On pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour améliorer ça. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Monsieur le Président, Monsieur Boisy, soyez le bienvenu et merci pour votre contribution. Je rebondis sur votre souhait bien senti de combattre la discrimination, le racisme au Québec. Je suis un immigrant comme vous. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des termes chez moi qui ont une résonance antinomique au vivre ensemble. En l'occurrence, quand on m'attribue une étiquette d'appartenance à une communauté spécifique, on vient de m'exclure de l'ensemble citoyen. Alors, je ne sais pas si cela a une résonance chez vous. Est-ce que ce n'est pas là un autre obstacle, justement, qui nous empêche de façon optimale d'en arriver à bout du racisme et de la discrimination? J'ai pas très bien compris votre question. Vous voulez dire par rapport au fait de cibler des groupes particuliers? Exact. Mais c'est une très bonne question, effectivement. La réalité qu'on a, nous, par exemple, dans notre association, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on utilise, on n'est pas une association religieuse, on est une association citoyenne, et est-ce qu'on utilise le mot musulman et arabe dans le nom de l'association? Parce qu'on ne sentait pas le besoin à la base d'utiliser les mots. D'abord, évidemment, par exemple, dans le cas des femmes, ça marche pas. Bon, on s'entend que le combat des femmes au Québec a été mené principalement par des groupes féministes, et puis c'est normal que ça soit des
des associations de personnes concernées qui mènent le combat, évidemment appuyées par toutes les autres forces vives de la société. Par rapport aux musulmans, nommons les choses, par rapport aux musulmans particulièrement, notre point de vue sur le point, c'est que la communauté musulmane, par exemple, n'existe pas. Et d'ailleurs, vous êtes sûrement, vous savez aussi bien que moi que la communauté noire non plus n'existe pas. Bon. Et le problème, c'est qu'elle est créée à l'instant où on l'attaque. Donc une fois qu'il y a des racistes, c'est pour ça qu'on parle de personnes racisées aujourd'hui, parce que la race n'existe pas, mais le racisme existe, et donc on crée le groupe parce qu'on s'y attaque. Et donc on crée un groupe de Noirs qui en fait n'existe pas parce qu'on est raciste contre les Noirs, et on a créé l'année dernière une communauté musulmane à l'instant où on a décidé de s'y attaquer. Elle n'existait pas un quart d'heure avant. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, dans le débat public, on pense qu'il y a beaucoup de groupes qui ont intérêt à exister, à revendiquer. Il y a des groupes qui sont plus ciblés que d'autres. On pense aux campagnes, par exemple, concernant l'homophobie. On pense que c'est très important de cibler. Et effectivement, dans un esprit républicain français, par exemple, on pourrait espérer qu'on est aveugle devant toutes ces différences et qu'on n'a même pas à mener ce genre de combat, ou même à nommer les choses, étant donné qu'on est tous égaux. Mais dans le terrain, évidemment, on ne l'est pas, et on pense qu'effectivement, on n'a pas le choix de nommer les choses par rapport aux problèmes. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot racisé dans notre plutôt que minorité visible, où le mot racisé définit bien l'existence en fait du racisme plutôt que même la minorité en tant que telle, qui ne veut plus vraiment rien dire, surtout ethnoculturel, etc. Bon, le vrai problème aujourd'hui, normalement on n'aurait pas à traiter de ces problèmes-là. Le vrai problème, c'est le racisme et la discrimination. Ok. Plusieurs Québécois d'adoption sont, disons, exclus du marché du travail. Beaucoup sont frappés par un taux de chômage élevé, notamment ceux qui arrivent du Maghreb. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils maîtrisent le français, langue officielle du Québec, langue publique commune du Québec, langue de travail. Mais néanmoins, on en évalue à peu près, tous confondus, 27% en marge du travail à Montréal, et les mêmes parlant français à Toronto nous donnent un pourcentage de 14%. Comment expliquez-vous cela? Moi, je vais me permettre de jeter un pavé dans la mare. Allez-y. Je suis très content que vous me posiez la question. Un des problèmes, justement, des Maghrébins particulièrement, c'est qu'ils sont étonnamment et francophones et diplômés. Donc, pour être concret, un ingénieur, aujourd'hui, qui veut travailler chez Bombardier ou chez CGI, parce qu'il est francophone et pas anglophone, et pas bilingue, n'a à peu près aucune chance d'être accepté pour un travail, au-delà des questions de discrimination. Or, un anglophone qui arrive ici a droit à des cours de francisation qui lui permettraient justement d'être fonctionnel, parce que, en gros, toutes ces compagnies-là sont plutôt bilingues qu'anglophones. On s'entend, la CGI, moi je connais bien le côté informatique, on parle beaucoup français, là, mais on a affaire avec des consultants étrangers qui viennent d'Afrique du Sud comme des États-Unis ou Toronto, et donc il y a beaucoup de réunions aussi qui se passent en anglais, et donc le fait de ne pas maîtriser l'anglais fait en sorte que ces gens-là sont exclus parce qu'ils sont diplômés. Donc ils seraient dans le domaine de la construction ou d'un autre domaine où on n'a pas besoin des qualifications aussi hautes, ils seraient favorisés du fait qu'ils sont francophones. Et donc on a un problème aujourd'hui, et puis je comprends que les politiciens peuvent avoir du mal à aborder, étant donné le côté très touchy, si je peux me permettre un anglicisme, de la question où il va, à nos yeux, pour des diplômes bien particuliers, il va falloir oser offrir aussi des formations ciblées en anglais. Ça ne veut pas dire évidemment que ces personnes-là vont abandonner le français, mais ça voudra dire qu'on ne va pas les pénaliser parce qu'ils sont francophones, et on les apporte parce qu'ils sont francophones et diplômés, et en fin de compte, notre marché du travail n'est pas capable de les absorber pour les compagnies qui pourraient le faire. Merci. J'essaie de mettre la parole à Mme la députée de Tachereau. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous entendre. J'aime aussi beaucoup qu'on ait eu cette petite discussion sur les mots « communauté noire ». J'écoutais la ministre utiliser encore ces mots-là, « communauté noire », mais je pense qu'on peut s'entendre autour que c'est comme le disait mon collègue, à qui j'ai dit « es-tu dans la communauté ?» Il dit « non, c'est pas le terme qu'on utilise exactement ». Alors, on va essayer d'être plus précis, effectivement, dans nos termes.
Vous dites dans votre mémoire, il faut déposer un projet de loi réaffirmant que la laïcité est un outil démocratique. Et vous le dites, ayant pour but de favoriser la cohabitation et de vivre ensemble dans une société, j'aimerais ça que vous nous disiez un peu quel serait l'impact d'une loi qui affirme que l'État québécois est laïque. Peu importe le contenu, je ne veux pas entrer sur les modalités d'application, mais quel est pour vous l'impact pour votre association, les gens qui la composent, les gens que vous représentez, d'une telle loi? Je vais me permettre juste de réagir sur les mots de communauté. On se permet des fois d'utiliser le mot communauté au pluriel. Tant qu'il y en a beaucoup, c'est pas si mal. Mais effectivement, le concept reste flou. La question de la laïcité pour nous est très importante. Ça a été un outil pour inclure. Bon. C'est un concept qui est très français et qui, au début, servait dans un premier temps à inclure les protestants dans l'Église, au temps de l'Église, et puis ensuite à inclure les Juifs, et qui, malheureusement, sur le dernier demi-siècle, s'est transformé en outil de discrimination contre les musulmans en France. Bon. Nous, on considère que c'est un outil très utile pour la démocratie, que c'est un outil qui doit rester fidèle à ce que c'est, qui est que tous les citoyens, sans égard à leur religion, ne doivent être ni favorisés ni défavorisés. Et donc, à ce moment-là, il va falloir inclure tous les gens et les juger non pas sur leur religion, mais sur leurs actes, sur leurs paroles. Et à ce titre-là, nous pensons que si on ne falsifie pas le concept, il restera un outil formidable d'inclusion dans notre société, et on va s'assurer que toutes les forces, quelle que soit leur religion, vont pouvoir contribuer positivement à la construction de notre nation. Il y a 3 concepts à nos yeux, et c'est ce qu'on dit dans nos documents, il y a 3 concepts principaux, et je vais peut-être avoir le temps du coup de les élaborer. C'est le premier, évidemment, est la liberté de conscience, qui est un véritable joyau dans une démocratie. C'est pas quelque chose d'acquis partout ailleurs dans le monde. Donc, pour donner un exemple concret, s'il y a une femme qui décide d'enlever son voile, une musulmane, l'État laïque, et qu'il y a quelqu'un ou une institution qui veut l'obliger à garder son voile sur la tête, l'État laïque se doit de protéger cette femme dans sa liberté de conscience et donc se doit de la protéger dans son droit à enlever son voile. De la même manière, si une femme fait le choix de mettre un voile sur la tête, se cacher les cheveux, l'État laïque doit la protéger contre toute personne ou toute institution qui voudrait lui enlever son voile sur la tête. Donc ça, c'est pour la liberté de conscience. Ensuite, il y a la question de neutralité, et puis c'est un point qui il y a eu beaucoup de tergiversations, malheureusement, des fois, la neutralité, pour nous, c'est un concept clair, c'est que un État neutre ne favorise pas ou défavorise pas les citoyens en fonction de leur religion. Dès qu'il favorise ou défavorise des gens en fonction de leurs croyances, il arrête d'être neutre. Or, par définition, si on décide de mettre en place une politique qui met à la porte un médecin parce qu'il a une kippa sur la tête, on vient de défavoriser, par définition, une partie de nos juifs dans l'accès au travail dans la fonction publique. Et donc on pense que ce genre de propositions qu'on a pu entendre, par définition, enlève la neutralité de l'État et donc sont contre un des principes fondamentaux de la laïcité. Le dernier point, c'est la question de séparation de l'Église et de l'État, ou plus communément des institutions religieuses des institutions de l'État, ce qui est à nos yeux un acquis, mais on peut toujours le développer, qui veut dire que et les institutions religieuses sont protégées que l'État s'immisce dans leurs affaires, et de la même manière, l'État est protégé des institutions religieuses qui n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'État. Merci, monsieur. Donc, Croyez non, que Madame la députée, le temps est écoulé. Ah, J'ai même excédé d'une minute pour permettre à M. Boisy de terminer. Monsieur le député de Bordua, c'est à vous. Merci, le Président. À mon tour de vous saluer, M. Boisy. Merci de votre contribution. Sur le même sujet, selon votre définition de la neutralité de l'État, le fait que l'État prenne position en faveur de la laïcité, c'est pas en soi une contravention au concept de neutralité de l'État? Parce que vous avancez le fait qu'un État laïque, un État neutre, c'est un État qui ne favorise pas une religion au détriment de l'autre, dans un sens positif, dans un sens de ne pas permettre. Mais le choix de l'État, à partir du moment où il choisit la laïcité, mais il contrevient également à sa neutralité.
comprends pas très bien comment il peut contrevenir Nous, on est partisans du fait qu'il faut absolument apporter une loi. D'ailleurs, je vais me permettre de ne pas être d'accord avec le gouvernement en place qui aujourd'hui attend longtemps. Je vais peut-être vous faire plaisir, mais on pense qu'il faut fermer ce débat-là et il faut absolument affirmer le côté laïque de l'État. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle laïcité ? Bon, quelle laïcité si la laïcité veut dire qu'on a le droit de mettre à la porte un médecin qui a une kippa sur la tête, nous, c'est un non catégorique et on va se battre jusqu'au bout pour que ça soit pas ça. On pense que, au contraire, affirmer la laïcité et la neutralité de l'État est un atout. On peut se le permettre aujourd'hui, il y a un momentum politique et, évidemment, ça passe par la neutralité comme on l'a définie et non pas comme un outil de discrimination contre des minorités religieuses, qu'elles soient sikhes, juives ou musulmanes. Vous avez abordé tout à l'heure la question des quotas par pays en évoquant le caractère discriminatoire. À la page 40 du document de consultation, à l'avant-dernier paragraphe, le cahier de consultation, le libellé du cahier de consultation est le suivant. Par ailleurs, le récent rehaussement des exigences de connaissance du français peut paraître difficilement conciliable avec la réponse à d'autres besoins importants de la société québécoise, notamment le recrutement de candidats et de candidates et de candidats dont la formation et les compétences sont recherchées sur le marché du travail et la diversification des bassins d'immigration. J'aimerais connaître, c'est le document gouvernemental qui a été déposé, puis ça va un peu à l'encontre de votre positionnement, puis de la réponse tout à l'heure de la ministre, à moins que j'ai mal compris. Alors, pour nous, c'est clair que une des choses qu'on combat, c'est les questions de discrimination, et on pense que une des discriminations, c'est les discriminations basées sur les origines. On ne juge pas des gens sur leurs origines. Bon. Madame la ministre a été rassurante sur ce point. Ayant dit ça, jusqu'à présent, il y a des pays, donc principalement des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou des pays d'Afrique du Nord, où les délais de traitement sont tellement longs qu'on peut toujours dire que on accepte des gens de partout, etc. En fin de compte, on se retrouve avec des délais de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans avant de pouvoir immigrer au Québec, alors que d'autres pays, on peut attendre même moins qu'une année. Donc on pense qu'en soi, ce genre de délai est en soi aussi discriminatoire. Que ces délais-là seraient institutionnalisés à l'intérieur. On se retrouve à un ministère. Voilà. On sait qu'une énorme partie du problème est quand même au niveau fédéral. Pour en avoir parlé à Monsieur Kenny, j'ai été très étonné de la réponse. Je pense pas que ce soit le moment d'en parler ici, mais une des solutions, ça a été de dire, le problème, c'est qu'il y a une grosse file d'attente, donc la solution, c'est d'arrêter de prendre des demandes. Ça a été, donc on arrête le problème en arrêtant l'immigration de ces pays-là, et puis pour lui, il a réglé le problème. Bon, on pense que c'est pas très sérieux, on pense qu'il y a un problème de délai de traitement clair. Je sais qu'il y a une modification qui va être apportée dans la manière de prioriser ces demandes-là, et nous, ce qu'on veut, c'est que dans cette manière de prioriser, l'origine ne soit pas prise en compte, mais plutôt des caractères objectifs comme la maîtrise du français, comme le diplôme qui est attendu au niveau du marché du travail, et pas du tout, évidemment, ni la religion, ni l'origine des requérants. La facilitation de la reconnaissance des diplômes. Vous avez abordé la question d'une entente globale sur la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, un peu à l'image que ce que le Québec a signé avec la France il y a quelques années. D'ailleurs, ça a été un processus assez long pour réussir à mener cette entente. Est-ce que vous avez une autre suggestion plutôt que d'avoir des ententes cadres pour faciliter d'une façon qui serait plus rapide, plus souple? Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que pour les Français, maintenant que ces ententes-là sont là, ça facilite énormément le mouvement des immigrants. Évidemment, il faut aussi ouvrir un débat avec les ordres qui aujourd'hui ont une grande force politique et puis qui se permettent possiblement de nous priver de forces vives au Québec, que ce soit chez les ingénieurs ou chez les médecins, par exemple, où on voit bien qu'on peut avoir des manques et on se retrouve avec des médecins très compétents qui viennent de l'étranger et qui ne peuvent pas nous soigner aujourd'hui au Québec. Vous avez abordé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le corpus législatif comprend déjà, à l'intérieur des chartes, cette égalité de fait-là. Comment voyez-vous une atteinte de ce concept-là concrètement dans la société, en lien avec les nouveaux arrivants, mais aussi avec la société d'accueil?
quelles sont les actions concrètes que le gouvernement devrait prendre? Mais, nous, on pense qu'il y a un gros volet éducatif à faire. Et ce que l'est éducatif touche aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, mais touche tout type d'inégalité qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi d'autres types d'inégalités par rapport aux communautés noires, par exemple, ou par rapport aux personnes qui ont des noms à consonance musulmane. Je pense qu'il y a un travail à faire dès le plus jeune âge. Il faut parier sur la prochaine génération. C'est des problèmes compliqués. On n'est pas les seuls à les avoir. Il va falloir parier sur le long terme. Ça ne peut pas se régler très vite. On a aujourd'hui notre meilleure solution est au niveau de l'éducation. Il faut utiliser les réseaux d'éducation que nous avons à nos yeux. Et puis à court terme, il faut, comme je l'ai déjà dit, il faut démarrer des campagnes de sensibilisation. Et puis il faut affronter les problèmes. Quand on sait qu'une femme gagne 70% en moyenne du salaire d'un homme, on a un vrai problème de société, étant donné que ça, en fait, institutionnalise un moyen de domination basé sur le sexe, étant donné que l'émancipation passe évidemment par l'émancipation financière. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a les questions de violence aussi faites aux femmes, où on voit bien que les chiffres sont assez alarmants. Toutes les semaines, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont dans des cas de violence conjugale. On pense qu'il y a aussi un gros volet de prévention à faire pour éviter des catastrophes comme celle-là. Merci. Je cède maintenant la parole à M. le député de Mercier. Merci, M. le Président. Je remercie encore une fois mes collègues pour le temps qu'on m'alloue, parce que c'est vraiment une gracieuseté de mes collègues de la Commission. Donc, M. Boissy, comme les collègues ici autour de la table et nos collaborateurs, collaboratrices, vous êtes québécois. Mais si je comprends bien, vous êtes né à l'extérieur du Québec. Comme moi, je suis né à l'extérieur, je pense qu'on est quelques-uns, vous êtes né à l'extérieur du Québec. Oui. D'après ce que j'en sais, parce que je me souviens que nous avons été sollicités il y a 4 ans par des gens issus de l'immigration d'Afrique du Nord, notamment de la Tunisie, pour appuyer le soulèvement du printemps arabe qui a commencé en Tunisie. Vous étiez un de ceux-là qui s'était adressé. Donc, je le rappelle ici parce que je crois que vous êtes un de ceux donc, qui a combattu une dictature justement pour défendre des valeurs démocratiques, du vivre ensemble dans un contexte démocratique. Mais je me souviens également qu'il y a pas très longtemps, on vous a entendu beaucoup militer en faveur des groupes démocratiques qui étaient en élection contre le parti islamiste qui était au pouvoir en Tunisie, qui avait un petit peu profité de la révolution pour prendre le pouvoir et voulait imposer le dogme religieux fondamentaliste sur la tête des Tunisiens. Vous avez combattu ça également, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors je le rappelle parce que je pense qu'on a là un interlocuteur qui a milité contre le fondamentalisme islamique. C'est pas juste des prétentions, il l'a combattu et il a défendu aussi Bon. Mais vous nous avez dit, par le même biais, que si un État doit être laïque, l'État a des responsabilités par rapport aux individus de la société qui font face, soit par exemple, vous avez nommé le cas de la femme musulmane qui voudrait enlever son voile et que quelques-uns, sa famille, la mosquée ou l'inverse. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu là-dessus? Oui. Je tiens à dire effectivement que je suis québécois et la seule condition pour entrer dans notre association, c'est d'être québécois. Et ce n'est vraiment pas à titre de mes activités sur les droits de la personne en Tunisie que je suis ici. Il nous semble très important justement de comprendre pourquoi est-ce qu'on se bat pour cette démocratie. Vous savez, on a vu par exemple le cas de l'imam à Hochelaga, et je vais me permettre de ne pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'imam à Hochelaga qui a des propos extraordinairement sexistes et homophobes et qui voulait ouvrir une mosquée. Et je pense qu'il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on est une démocratie. On est en démocratie parce qu'on ne juge pas les gens sur leurs croyances, et puis il y a justement des systèmes religieux qu'on peut trouver à l'étranger qui jugent les gens sur leurs croyances. Nous, on pense qu'il faut absolument juger les gens sur leurs actes et qu'il faut être fidèle à nos libertés fondamentales, il faut être fidèle à nos principes en tant que Québécois et ne pas glisser et en fin de compte subir ce que ces gens-là voudraient nous imposer, qui est une atteinte à nos libertés fondamentales. Et donc,
entre autres choses, il va falloir respecter les libertés de tout le monde et appliquer la loi. Ces gens-là ne sont pas au-dessus des lois, c'est très important, mais ils ne sont pas en dessous des lois non plus. Et c'est vraiment le concept démocratique où on ne juge pas les gens sur leurs croyances, quel que soit ce qu'on peut penser de leurs croyances, et qui fait en sorte que notre laïcité est vraiment quelque chose de constructif. Et malheureusement, ça comprend aussi des gens qui sont très désagréables à entendre. Et possiblement, ça comprend aussi de mettre en place d'autres limites qui ne sont pas des questions religieuses, mais des questions d'appel à la haine, donc des choses concrètes qui permettraient de contrer des choses qui se passent dans notre société. Maintenant, effectivement, moi, je ne suis pas un militant pour aucune religion. On est vraiment, on ne milite pas, même pas pour une vision de l'islam. On milite pour une vision de la citoyenneté, et puis on militera comme ça tant et aussi longtemps qu'on a du temps accordé. Merci, monsieur. Ça termine votre présentation. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre à la Fédération des chambres de commerce du Québec de prendre place.